Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire du SSQ6, sixième édition déjà. Avant qu'on entre dans le vif du sujet avec Charlet, d'abord, est-ce que vous nous voyez bien? Parce que ça, c'est super important de bien nous voir. Et puis surtout, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Charlet, tu peux Bonjour à dire tous. voilà. Merci. Voilà, donc on va patienter un petit peu pour voir si tout est OK. A priori, dans le chat, tout semble bien fonctionner, donc c'est parfait. Heu, hop, bah, du coup, on va y aller, hein, Charlet. On va partager notre présentation. Top. On est là pour Juste un petit rappel pour le chat, pour ceux qui n'étaient pas là hier. On va parler des entités, donc ça risque d'être un peu complexe pour certains. En tout cas, il y aura certainement des questions. Il y a un onglet prévu à cet effet qui s'appelle Questions. Et vous pouvez donc mettre vos questions et voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. On répondra à celles-là en priorité à la fin. n'hésitez pas à poser plein de questions, il n'y a pas de mauvaises questions. En plus, c'est un sujet qui est pas forcément facile à appréhender, donc n'hésitez pas s'il y a besoin d'éclaircissement, on le fera avec plaisir. Du coup, comment les entités transforment le paysage du SEO? C'est notre conférence et évidemment comment en tirer parti tant qu'à faire. On va regarder ça ensemble. Heu Hop, je passe à la prochaine. Je suis Jérémy, Condé, je suis team leader SEO chez SAMJ. Donc SAMJ, vous le savez, c'est une plateforme, mais c'est aussi, une agence SEO. Donc voilà, on est une dizaine de chefs de projet à gérer des projets clients. Et avec moi, vous avez l'habitude, si vous le suivez régulièrement dans les webinaires, Charlet Bouzreau. Salut Charlet, comment ça va? Salut Jérémy, bah écoute, ça va super et très content de parler de ce sujet important avec toi aujourd'hui. Cool. Alors oui, juste avant qu'on débute, SEMJ, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est la plateforme SEO, dédiée à l'aide à la rédaction en fait, ça va aider vos rédacteurs à rédiger du contenu plus performant en SEO, plus rapidement. Et donc à l'occasion de ce SSQ6, on a une offre spéciale, pour, toute, offre souscrite, avec SEMJ. Vous avez un workspace supplémentaire ou une extension Chrome inclus. Alors, bon, personnellement, je vous conseille, de tester l'extension Chrome, c'est un peu notre petit, bébé qui est sorti cette année et qui est maintenant compatible avec la plupart des CMS et qui est très pratique à utiliser. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, sommaire, qu'est-ce que les entités? On va commencer par les définir. C'est très important que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. On va voir ensuite ensemble comment on les détecte, ces fameuses entités. Et puis, surtout ce qui nous intéresse, comment on va les intégrer dans une stratégie SEO. Du coup, c'est quoi les entités, Jérémy? Bien, les entités, Charlet, nous en on va expliquer tout ça. Donc avant évidemment de parler entité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bon, le SEO, on le sait, a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a encore quelques années, occasion voiture et occasion voiture au pluriel, c'était 2 mots-clés, différents. En tout cas, Google, il les comprenait, de façon, quasi différemment en tout cas. Pareil pour voiture occasion ou voilà, ce genre de dérivés. Donc c'était assez, compliqué, à gérer pour nous. Bon évidemment Google a progressé, dans la compréhension, des mots-clés. Et tout ça, c'est devenu finalement un sujet pour Google. Voilà, c'est un mot important, sujet. Voilà. Voilà, donc les mots-clés en exact match aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'importance. Mais évidemment, ça reste quand même fondamental pour le SEO. Mais voilà, si on travaille occasion voiture, au pluriel ou au singulier, finalement, Google, il va l'interpréter de la même façon. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour être bien positionné aujourd'hui, il faut être bien compris. Ça, c'est essentiel. Et du coup, il va falloir aider Google à mieux comprendre le contexte dans lequel il évolue. Les entités, ça s'intègre finalement, dans le traitement du langage, qui est une notion extrêmement importante parce que les moteurs de recherche ont énormément évolué ces 5 dernières années, 6 dernières années sur le sujet. Donc le traitement du langage en 2 mots, c'est une branche de l'intelligence artificielle, hein, on parle de NLP ou de TLN en français. Donc le TLN, ça cherche surtout à comprendre et interpréter le langage humain, le langage naturel qui est utilisé donc par nous. Donc l'idée, c'est, la façon dont on s'exprime, comment le moteur de recherche, comment les algorithmes vont pouvoir l'interpréter et le comprendre.
Donc en fait, le traitement du langage naturel, ça permet de reconnaître des informations à partir de textes, de générer des réponses, bien entendu, à partir de questions. C'est très à la mode en ce moment avec ChatGPT. Traduire des textes, bien entendu, on a l'habitude depuis longtemps, mais c'est de plus en plus précis. Identifier des émotions, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est extrêmement intéressant. On en avait parlé d'ailleurs dans notre précédent webinaire en octobre sur C'est vrai. le SEO du futur. Résumer des textes aussi, hein, pareil, ChatGPT il fait ça très bien. Et puis évidemment, analyser la structure grammaticale et sémantique d'un texte. Et ça, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui, surtout avec la langue française. On sait que la grammaire, c'est compliqué. Donc là-dessus, Google n'est pas encore très au point. Google et les autres d'ailleurs. Voilà, maintenant qu'on a bien expliqué ce qu'était le langage, le traitement du langage naturel, bon, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec les entités et de vous donner une définition. Donc, en SEO, une entité, c'est un objet, c'est un concept, c'est quelque chose qui est identifiable et reconnaissable par les moteurs de recherche. Google, il les nomme sujets. Si vous faites le cocktail SEO ce soir, gardez cette information de côté. Les moteurs de recherche, évidemment, ils utilisent des algorithmes, on le sait, pour justement identifier ces entités. Et ces entités, en fait, ça va être des personnes, des lieux, des événements, etc., etc. On va regarder en détail tout à l'heure. Les entités, évidemment, elles servent, parce qu'elles ont un enjeu, elles servent à mieux comprendre le contenu des pages web, au-delà des mots-clés. Les entités, vraiment, elles permettent à Google, en tout cas au moteur de recherche, parce que Bing aussi est très fort là-dessus, de bien comprendre dans quel contexte il navigue et les classer de manière pertinente, évidemment, pour les servir ensuite aux utilisateurs pour ranker le mieux possible, tant qu'à faire. Et pour faire simple, si vous voulez vérifier ce que c'est une entité, si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est une entité, en général, une entité, c'est une page Wikipédia dans n'importe quelle langue du monde. Ok. On verra que ce n'est pas si simple, mais en tout cas, sur la base, une entité égale une page Wikipédia. Alors voilà des exemples d'entités. On a fait un petit, un petit listing. Je l'ai dit, ça peut être des personnes, donc des célébrités, des auteurs, des entrepreneurs même, des politiciens bien entendu, des lieux. Un pays, c'est une entité. Une ville, c'est une entité. On va voir qu'une ligne de métro, c'est une entité. Des événements, des concerts, des conférences comme nous peuvent être des entités, des organisations, des entreprises, etc., des produits, marques, puis évidemment des concepts, des idées, des théories politiques, etc. Tout ça, ce sont des entités. Et ce sont des choses qui sont comprises aujourd'hui par les moteurs de recherche. Alors, un petit exemple d'entité, le podcast Popote. Donc, c'est un podcast qu'on fait avec Charlet, entre autres. Et pourquoi on a voulu montrer cet exemple? C'était pas autant pour faire notre pub, c'est qu'aujourd'hui, si vous tapez Popote dans Google, il n'y a pas de page Wikipédia. Ok. Néanmoins, l'idée, c'était de voir est-ce que ça reste une entité néanmoins. Donc, on sait que c'est un podcast qui est associé à d'autres entités, le jeu vidéo, le cinéma, les séries télé, la littérature et bande dessinée. Ça, c'est les sujets qu'on traite dans notre podcast. Et quand on fait des recherches dans Wikipédia, on va trouver des listes de podcasts qui sont dédiés à la pop culture, aux jeux vidéo, aux livres, etc. Et donc, même si notre podcast n'apparaît pas dans ces listes, il y a des podcasts qui sont déjà définis comme des entités. Il n'appartient qu'à nous désormais que Google comprenne en effet que c'est aussi une entité. Donc potentiellement, le podcast Popote, qui est finalement une marque, ça, c'est potentiellement une entité. Un exemple d'entité locale, tout à l'heure j'ai dit, hein, un pays, c'est une entité, donc la ville de New York par exemple. Si on zoome un petit peu dans New York, il va y avoir le district de Manhattan, pardon, l'arrondissement de Manhattan, l'arrondissement de Brooklyn, et d'autres, le Queens, Harlem, etc. Si on continue à zoomer par exemple sur Manhattan, on va voir Tribeca, Soho, Garment District. Donc ça, ce sont des districts, donc c'est un peu plus petit. Et dans ces districts, on va avoir par exemple l'Empire State Building, donc des monuments, des salles de basket ou de concert comme le Madison Square Garden. Et même le Madison Square Garden, il va être associé, par exemple, à Elvis Presley, parce qu'il a fait beaucoup de concerts, aux New York Knicks qui jouent beaucoup au basket, et les New York Knicks vont être associés à la NBA, qui est tout simplement la ligue qui gère le basket aux États-Unis, et évidemment, c'est associé au basket. Tribeca, par exemple, ça peut être associé à Jay-Z et Beyoncé qui y vivent. Voilà. Tout ça, ce sont des entités qui ont des liens entre elles, et ça va nourrir Google pour bien comprendre tous les enjeux qu'il y a
entre ces entités et évidemment l'environnement sémantique. Voilà. Je note aussi qu'à Soho, il y a le Half Node Club dont on va reparler tout à l'heure. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui n'est pas une entité? Maintenant qu'on a bien compris ce que c'est une entité, il faut avoir en tête ce qui n'est pas une entité, parce que tout n'est pas une entité. Un verbe, c'est pas une entité. Le vote, c'est une entité. Voter n'en est pas une. Un adjectif, ça peut être une entité. Un camion bleu, le bleu en tant qu'adjectif, bleu en tant qu'adjectif n'est pas une entité. Alors que la couleur bleue, le bleu, ça va être une entité. Mais utilisé comme un adjectif, ça n'en est pas une. Et puis tout ce qui va être terme ambigu. Si vous utilisez bois, tout simplement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on parle d'une petite forêt, d'un matériau, des cornes de cervidés, de boire, tout simplement, ou d'une famille d'instruments de musique. Donc il faut évidemment que ça soit spécifié, précisé. Pour vous donner une ordre d'idée de ce que sont les entités et les liens qu'il va y avoir entre les entités, j'ai fait ce petit knowledge graph. En fait, c'est extrêmement simple. Vous allez sur Google, vous tapez Stephen Curry, un joueur de basket. Je vous conseille d'ailleurs de le faire sur Bing. Le knowledge graph est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus développé. Et puis, on va avoir des liens entre évidemment tous ces concepts. Donc, Stephen Curry, c'est qu'il est connu pour être un très bon shooter de tir à 3 points. Donc, il est associé à ça. Il a des records NBA, évidemment, il fait du basket, c'est un meneur de jeu. Je vais passer vite, mais par exemple, on va avoir aussi des entités autour de sa famille, sa femme, son père, son frère. Il est associé à un joueur et ils ont un surnom entre eux. Il est associé évidemment à un club parce qu'il joue évidemment pour une franchise qui elle-même est associée à la NBA, comme lui. Ça se situe en Californie, à San Francisco, et ils ont une salle de basket aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est des entités qui sont liées les unes aux autres. Et en réalité, j'aurais pu, alors je ne l'ai pas fait parce que sinon c'est illisible, mais j'aurais pu évidemment faire une flèche de Chase Center à Stephen Curry, de San Francisco à Stephen Curry. Tout ça, c'est des entités. Si vous voulez parler de Stephen Curry, en réalité, pour que Google vous comprenne bien, il va falloir de parler de tout ça et encore d'autres choses par ailleurs. Voilà. Donc l'idée, c'était bien de vous faire comprendre, bien définir ce que sont les entités. Et puis juste pour aller un peu plus loin, mais on va quand même rester en surface parce qu'on n'a pas énormément de temps. Évidemment, il faut comprendre comment les moteurs de recherche ils vont identifier, ils vont comprendre les entités. Donc, ça va passer par l'extraction des entités nommées dans un contenu. Donc, je l'ai dit, donc on appelle ça le NER d'ailleurs. Ça consiste donc à extraire des informations à partir de textes en identifiant des entités nommées. On parle aussi d'entités nommées d'ailleurs, pas seulement d'entités, telles que des personnes, des lieux. Ça, vous l'avez compris, c'est assez simple. Ensuite, une fois qu'il y a cette extraction, il va falloir faire une analyse sémantique. Donc, permettre de comprendre le sens et la signification, bien sûr, des mots et des phrases pour comprendre le contexte dans lequel le mot est utilisé. Par exemple, bois, tout à l'heure, on a bien vu que bois tout seul, si on n'a pas de contexte, on ne comprend pas ce que c'est. Voilà. Et ensuite, la reconnaissance des formes, donc ça c'est un peu plus compliqué, mais ça sert à identifier des modèles et des structures. Donc ça, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, pour trouver des correspondances entre différentes entités. Donc c'est un peu le knowledge graph. Et ça permet de comprendre, de trouver des entités similaires ou connexes, comme on l'a montré justement juste là. Voilà, donc ça c'est grosso modo ce que sont des entités. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas si évidemment vous avez des questions. Et maintenant, on va voir ensemble comment on détecte les entités et parler un peu de méthode, Charlet. Ouais, merci Jérémy. Donc ouais, comme tu l'as dit, les entités, c'est finalement ce qui va donner du contexte. Une entité est liée à tout un tas d'autres entités qui sont annexes et connexes. Et on va voir comment on va pouvoir les trouver. Alors, pour ça, plusieurs méthodes. On va passer par des outils de détection d'entités dans un corpus ou dans un contenu. On va utiliser des outils de suggestion d'entités. Je vais vous en montrer quelques-uns. On va aussi détecter les attributs, les propriétés d'entités. Et puis, on va passer par la réflexion. Et oui, en ces temps d'automatisation, on oublie un peu. Mais tout simplement, le cerveau humain, il fonctionne un peu de la même manière que fonctionne le NLP, la compression du langage, puisque vous allez, sans aucun effort, très naturellement, si je vous dis Lady Di, voilà, je vous laisse 3 secondes. Vous avez tout un tas d'entités qui vous viennent à l'esprit. Princesse, famille royale, etc. Donc tout ça, vous le faites déjà assez naturellement. Donc le but de faire ça, c'est, comme tu l'as montré tout à l'heure Jérémy avec Stephen Curry, bâtir votre knowledge graph. Vous avez votre thématique, on va bâtir un knowledge graph, on va bâtir
tout simplement un ensemble de connexions. Donc, je vais prendre un exemple avec le guitariste Wes Montgomery. Je veux faire un knowledge graph sur Wes Montgomery. Donc, comment je vais m'y prendre? Je vais tout simplement aller au plus simple. Je vais déjà prendre le knowledge panel de Google. Vous savez, hein, c'est l'encart à droite. Donc là, je vais avoir déjà tout un tas d'informations primordiales, hein, comme son lieu de naissance, Indianapolis, c'est une entité, les noms de ses parents, de ses enfants, éventuellement les recherches associées. George Benson, par exemple, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup influencé plus tard, donc c'est très fortement lié à l'entité Wes Montgomery. Donc ça, c'est une première méthode. Je vais également aussi passer par l'analyse des People Also Ask pour essayer de trouver un peu les termes qui peuvent correspondre à des entités qui sont fortement liées à Wes Montgomery. Par exemple, il était connu pour jouer la guitare avec son pouce et pas avec un médiateur. Donc le terme de pouce va revenir. Perfect pitch, donc c'est l'oreille absolue en anglais, donc il avait l'oreille absolue, donc c'est forcément une entité que je vais pouvoir relier. Et puis peut-être des entités secondaires comme les types de guitare, les types de cordes de guitare qu'il utilisait, etc. Autre méthode, je vais passer par Google Images. Vous l'avez certainement déjà vu, hein, dans Google Images, vous avez ce système de tags qui est en fait génial et qui est souvent sous-exploité parce que Google vous donne tout simplement des recherches associées quand vous faites une recherche image à votre thématique principale. Donc là, sur Wes Montgomery, Google me propose Incredible Jazz Guitar, qui est le nom d'un album. Bah oui, ça c'est une entité intéressante à mentionner. La Gibson L5, qui était donc son modèle de guitare qu'il utilisait, forcément, je vais le reprendre dans mes contenus. Ou encore Resonance Records, qui est un des labels qu'il a produit. Alors, à noter, là, on le fait, on prend des exemples de personnes, mais vous pouvez faire la même méthode pour tout. Par exemple, pour un article informationnel, comment détecter une fuite d'eau, Google Images va éventuellement vous donner gas tracer, comme ici, caméra thermique, détecteur acoustique, donc tout un tas de noms qui vont être fortement reliés. Et pour du transactionnel, là j'ai pris chaussures de trek, eh bien les entités liées fortement à chaussures de trek selon Google, bah, ça va être des marques très souvent, hein. Ça va être Gore-Tex, Forclaz, Millet. Je vais avoir le terme de montagne qui va forcément revenir, ou encore la notion d'étanchéité. Voilà, donc autre méthode pour construire mon knowledge graph, je vais évidemment analyser la page Wikipédia quand il y en a une, parce que tout simplement, c'est une source de confiance pour Google. Google s'en sert pour construire son knowledge graph et du coup son knowledge panel. Donc c'est très très important. C'est souvent aussi des articles qui sont très longs, qui peuvent faire 1000, 2000, 3000 mots. Donc en fait, ils regroupent plein d'entités. Donc c'est vraiment une source très riche. Et au-delà de ça, ça les classe avec des relations logiques. Grâce aux paragraphes, en fait, les articles de Wikipédia sont souvent très bien structurés, hein. Donc je vais avoir la biographie, la carrière, les différentes récompenses éventuellement, les techniques utilisées, etc. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est très long. Analyser à la main toutes les entités présentes dans un texte de 3000 mots, ça peut être un peu long. Donc, comment on va gagner du temps? Bah, je vais pouvoir, par exemple, prendre l'intégralité de cet article et le passer dans l'API Google Cloud. Donc ça, c'est une petite technique. Vous le passez là, je vous l'ai mis l'adresse ici. Ça vous montre déjà, c'est hyper intéressant, ça vous montre comment Google comprend le texte. Ça vous sort ensuite un classement de toutes les entités qui vont être classées par type. Vous voyez Indianapolis, location, ou Melvin Ryan, c'est une personne. Et puis le reste, comme par exemple le mot technique, bah, c'est une chose, donc ça va dans Other. C'est aussi intéressant parce que Google vous met à chaque fois l'article Wikipédia lié à l'entité en question. Par exemple, pour Indianapolis, il me met le lien du Wikipédia Indianapolis. Autre méthode d'analyse de corpus ou d'analyse de contenu, ça va être Textrasor. Moi, j'aime beaucoup cet outil. Je vous ai mis l'adresse là. Vous pouvez aller tester sur vos contenus. Comment ça marche? Bah, c'est un peu de la même manière. Vous mettez votre texte. Là, j'ai pris un article de Radio France consacré à Wes Montgomery. Ça va tout simplement me sortir tout ce qui correspond à des entités dans le texte. Donc là, j'ai le mot chanson, big band, Lionel Hampton, les instruments avant. Voilà, tout ça, c'est des entités qui sont hyper intéressantes. Mais au-delà de ça, ça va aussi vous sortir les entités sous-entendues implicites par rapport à votre thématique.
même si elles ne figurent pas dans le texte. Donc, ça vous permet ensuite de les utiliser pour enrichir encore plus vos contenus. Là, j'ai le terme de African American Music, qui n'est jamais cité dans mon texte, musique afro-américaine. Ça peut être intéressant sémantiquement de le rajouter. J'ai le thème, voilà, le terme de funk, par exemple, puisqu'on va parler de George Benson. Donc, ça peut être intéressant aussi de l'inclure, etc. Donc, très utile. Et puis, les outils d'analyse de contenu et d'aide à la rédaction, comme SEMJ. SEMJ, le fonctionnement de SEMJ, on le connaît, c'est en fait, il va prendre l'ensemble des résultats de la SERP et il va vous sortir une heatmap des termes associés. Mais il se trouve que dans les faits, la plupart de ces termes correspondent la plupart du temps à des entités nommées. Là, sur Wes Montgomery, SEMJ va me proposer Cannonbone Adderley, qui est effectivement une entité. C'est un saxophoniste avec qui il a beaucoup collaboré. Django Reinhardt, qui est son influence principale, où il va me sortir encore, comme tu disais tout à l'heure, le Half Note Club à New York, qui est un club dans lequel il a beaucoup joué. Donc, en fait, tout ça, je ne l'avais pas dans ma page Wikipédia ou dans mon knowledge panel, etc. Donc, ça va me permettre de compléter encore plus ma recherche. Autre astuce, allez, je vous en donne plein. Wikidata. On pense souvent à Wikipédia, un peu moins à Wikidata, alors que pourtant, c'est vraiment une source incroyable d'informations. Donc, c'est quoi rapidement Wikidata? C'est la base de données de Wikipédia, si vous voulez, en 2 mots. Donc, elle alimente tous les projets de la fondation Wikimedia, hein, pas simplement Wikipédia. Ça va vous classer tous les termes, les concepts associés donc à un terme. Donc là, par exemple, pour Wes Montgomery, je vais avoir donc son métier, hein, guitariste, compositeur, son genre de musique, donc smooth jazz, hard bop, etc. Je vais avoir educated at, donc quel lycée il a fait ses études, ou encore les différents labels. Donc ça va être hyper bien pour encore donner plus d'informations. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai collecté en fait tout ce qui est propriété objective. Voilà, tout ce qui est, voilà, il a fait ses études dans tel lycée, c'est indéniable. Mais on a aussi la notion de propriété subjective. Là, je vous prends l'exemple avec la nouvelle Twingo électrique. J'ai des propriétés objectives, hein. Le constructeur, c'est Renault. Voilà. L'autonomie, c'est à peu près 160 km. La longueur, c'est 3,60 m. Donc ça, c'est objectif. Je vais avoir des propriétés un peu plus subjectives. Par exemple, idéal pour les jeunes permis ou encore agréable à conduire. Alors, c'est subjectif dans le sens où si je dis qu'elle est agréable à conduire, ça n'engage que moi. Sauf que ça n'engage que moi si je suis le seul à le dire. Par contre, si on est des centaines, des milliers à écrire dans des reviews qu'elle est agréable à conduire, Google va s'adapter et va fortement associer la nouvelle Twingo électrique à la notion de voiture agréable à conduire. Vous voyez le truc? Donc ça, dans ma collecte d'informations, ma collecte d'entités et de propriétés, je vais pouvoir l'inclure parce que c'est pertinent. Et puis, je ne pouvais pas finir sans parler un peu d'IA, parce que c'est un peu le thème, le fil rouge de ce SSQ6. On va pouvoir utiliser, par exemple, ChatGPT. Donc là, un exemple de prompt très basique, hein, vous pouvez peut-être en élaborer des plus complexes. Forme une ontologie sur le thème Wes Montgomery sous forme de tableau. Déjà, ça va vous donner un récap très clair de tout un tas d'informations, comme les dates de naissance, son instrument, etc. Alors attention, hein, l'information doit être vérifiée, hein. Il a tendance un peu à inventer des choses, ChatGPT, vous l'avez certainement remarqué. Donc là, c'est 90% d'informations correctes. Mais voilà, des fois, il se trompe. Par exemple, il me parle de jeu en octave. Effectivement, le jeu en octave, c'est une technique de jazz qui était très utilisée par Wes Montgomery. Donc là, c'est plutôt bien vu. Le son caractérisé de doux et rond, c'est effectivement des qualificatifs qu'on utilise souvent et qui n'étaient pas forcément présents dans mes pages Wikipédia, etc. Donc là, c'est plutôt bien vu. Par contre, il m'annonce qu'il a gagné le Grammy Time Lifetime Achievement Award, ce qui n'est pas vrai. Il en a gagné d'autres, des Grammy Awards, mais pas celui-là. Donc, il faut quand même faire un peu un travail de vérification par-dessus. Donc voilà, une fois qu'on a fait ce gros travail de collecte d'entités, on a tout simplement construit notre knowledge graph et on a commencé à établir le contexte autour de notre entité principale. On va voir maintenant comment on les intègre dans une stratégie SEO. Merci Charlet. Du coup, là, on vous a
sorti un brevet de Google sur les entités. C'est assez intéressant et ça permet de comprendre finalement ce que le moteur de recherche, ce que l'algorithme en tout cas quand il vadrouille sur une page, ce qu'il attend, comme, finalement comme information. Donc on va regarder ça en détail. Ce qui il faut garder en tête, c'est que, l'information qu'on va partager dans un contenu, il faut que ça soit parfaitement univoque pour Google. D'accord? C'est-à-dire qu'il y ait aucun doute. Je rappelle le bois, là, il y a des doutes. Donc, il faut que Google n'ait pas de doute pour bien vous comprendre et évidemment pour bien vous positionner parce que c'est quand même le but, on va pas se mentir. Donc on parle d'entité, on parle de propriété, on parle aussi parfois d'attributs. Je sais qu'IBM parle d'attributs, propriété, attributs, voilà, c'est la même chose. Donc une entité, on attend des propriétés. Donc George Washington, il a des propriétés. Donc on va voir lesquelles. Par exemple, typiquement, c'est une personne, ça c'est une propriété. Donc dans cet exemple, on dit, bon, enfin on dit, vraisemblablement, c'était une personne, George Washington, donc c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on attend finalement d'une personne? Il y a des choses qui sont évidemment attendues de tout le monde. Une personne, elle naît, elle a un genre, elle a un métier parfois. Donc ça, ce sont des choses qui vont être attendues par Google. Elles peuvent avoir une taille, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui cherchent sur Google taille de je sais pas, Sarkozy par exemple, ou Tom Cruise, pour pas faire de politique. Donc voilà, ça, ce sont des informations, des propriétés qui vont être associées à une personne et qui donc évidemment vont enrichir typiquement le knowledge graph, votre contenu. Mais George Washington, c'est aussi un président des États-Unis. Donc évidemment, il va être associé, son environnement sémantique va être associé à ce terme-là. Et qu'est-ce que c'est être président? Donc déjà, quand on est président aux États-Unis, on a des dates finies. On commence et on termine. On n'est pas là à vie. Donc ça, c'est important, typiquement, d'enrichir évidemment son contenu avec ces dates-là. Mais un président des États-Unis, il a évidemment un successeur ou quelqu'un qui était là avant. Et du coup, par exemple, Thomas Jefferson peut être associé à président des États-Unis et donc indirectement à George Washington. Donc, tout ça, ça peut enrichir et permettre à Google de bien comprendre de quoi on parle. Donc voilà. Évidemment, il y a d'autres informations sur un président des États-Unis. Il peut y avoir évidemment son parti politique, bien entendu, et puis des associations, des idées. Par exemple, tout à l'heure, on parlait que il y avait, dans les concepts, dans les entités, il peut y avoir des idéologies, hein, tout simplement, des mouvements politiques. Ben voilà, tout ça, ça peut être évidemment enrichi. Donc ça, c'est des choses qui sont attendues par Google, bien entendu. Et puis, bien entendu, si on veut être exhaustif le plus possible, quand on va parler de George Washington, eh bien, il va falloir tout simplement associer toutes ces informations. Donc, il a été président des États-Unis, c'est un homme, il est né le 22 février 1732, il mesurait tant, il était républicain ou démocrate, je ne me rappelle plus, j'aurais dû vérifier avant, et etc., etc. Donc, il y a plein d'informations qui vont permettre de caractériser, plein de propriétés qui vont permettre de caractériser George Washington et qui vont permettre à Google, évidemment, de mieux comprendre. Donc tout cela, on a pris l'exemple évidemment qui était dans ce brevet, mais ça, c'est des choses que vous pouvez évidemment associer à tous vos sujets, bien entendu. Et donc c'est à toi, Charlet, de prendre la suite. Oui, bah oui. Donc ça, c'était vraiment pour, comprendre que, les entités, pourquoi on s'amuse à collecter toutes les entités. Ce qui va être important, c'est de rendre claires les connexions entre chacune d'entre elles. Ça permet de, alors, ils disent en anglais «désambiguïser», donc de rendre plus univoque le thème de votre article, de votre contenu, de votre page, en montrant bien les relations entre toutes les entités. Donc pour ça, on va utiliser 3 étapes, hein. Donc la première, c'est l'édito évidemment, hein, via l'édito, via déjà l'organisation à chaîne de votre contenu, vous allez rendre les relations entre vos entités très claires. Sur George Washington, on va peut-être avoir un paragraphe sur la naissance, sur, sur, je sais pas, sur sa famille, ses enfants et cetera, sur, ses différentes idées, phares et cetera. Attention, dans le cœur de l'édito, on va essayer d'utiliser, en tout cas en ce qui concerne la caractérisation des entités, des phrases simples et concises. Ça, c'est vraiment un piège, hein. Google est très intelligent, mais on a tendance un peu à le surestimer parfois. Il préfère malgré tout des phrases quand même assez simples. Ça ne veut pas dire que tout l'article doit être écrit de manière, pour un enfant de 5 ans, mais il y a certaines phrases clés qui vont concerner les entités. Par exemple, voilà, Renault est le constructeur de la Twingo, c'est très clair. Il va falloir être concis à certains moments pour être sûr d'être bien compris.
Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est via le maillage interne. Donc, ce que tu appelais les propriétés, on peut appeler ça les attributs aussi, et ben, on va les utiliser comme encre dans notre maillage interne. Donc par exemple, pour Renault Twingo, pour la nouvelle Twingo, je vais avoir une encre, constructeur ou une encre, même Renault qui va être beaucoup plus, compréhensible par Google. Il va comprendre: «OK, donc ça, c'est le constructeur». Donc très important et dernier aspect pardon, ça va être le tagage en données structurées. Ça, c'est vraiment une manière de fournir à Google dans un langage qu'il comprend, un langage qui est fait pour lui, l'équivalent de ce que vous allez dire dans l'édito. Donc pour ça, on va taguer en balise schéma les différentes propriétés, donc au format JSON-LD. On va voir un peu plus tard comment ça peut se goupiller. Alors je reviens un peu sur l'édito. Admettons que vous avez mis au point votre article, vous avez un article super, clair sur Wes Montgomery, parce que vous avez inclus plein d'entités et cetera. Vous allez repasser par le Google Cloud que je vous ai montré tout à l'heure. Problème, alors à l'heure actuelle, donc l'API, elle fonctionne qu'en anglais. Mais là, c'est pas grave. Vous allez pouvoir juste utiliser l'IA ou un DeepL ou ce que vous voulez pour traduire à la volée votre texte en anglais. La traduction ne sera pas parfaite, mais on s'en fiche. Les concepts, les entités seront conservés. C'est ça qui nous intéresse. Vous allez coller dans l'API et vous allez cliquer donc sur l'onglet catégorie. Ça va vous dire dans quelle catégorie sémantique Google classe votre contenu. Ça va vous dire ça et puis une autre information qui est le degré de confiance. Là, vous voyez sur donc ma page Wikipédia Wes Montgomery, il est confiant à 99 que sa catégorie, c'est musique, jazz and blues, ce qui est effectivement correct. Là, à gauche, vous pouvez voir qu'il y a plein de catégories. En fait, il y en a des, je ne les ai pas comptées, hein, il y en a des centaines, peut-être des milliers. Vous avez donc adulte, c'est une catégorie. Cartoon, animé, manga, c'est une catégorie. Ou encore humour politique, ça va être une autre catégorie, etc. Vous en avez à avoir des centaines. Maria, alors le lien de Google Cloud, je vous l'ai mis tout à l'heure. De toute façon, on vous le mettra ensuite dans le chat. Voilà, merci. Donc ça, c'est pour l'édito. Maintenant, pour la partie données structurées, comment ça va se passer? En deux parties, il y a déjà l'utilisation classique des données structurées. Donc ça, c'est ce que vous faites déjà actuellement. Ou en tout cas, ce qu'on vous encourage à faire. Donc, le tagage classique qui va inclure, par exemple, l'auteur d'un contenu, qui est le publisher. Donc là, pour Doctissimo, ça va être Doctissimo. L'auteur, je vais mettre éventuellement le lien vers sa page Wikipédia, etc. Le tagage de la FAQ, le tagage de l'organisation, etc. Donc ça, c'est déjà le tagage classique données structurées. Ça permet à Google de bien comprendre les relations entre les différents concepts. Et puis, on va voir le tagage des tags about et mentions, qui est souvent un peu oublié, mais très important pour justement renforcer la compréhension du texte. Alors là, par exemple, pour notre article, si je fais un article sur le thème Audi A3, eh ben, je vais taguer en about le sujet ou les sujets principaux de mon article. Là, vous voyez à droite, donc je vais essayer de traduire ce qui figure ici en code. Audi A3, c'est un sujet et la page Wikipédia correspondante, c'est la page Audi A3. Donc, je vais aller donner à Google directement le thème. Je veux dire, je parle de ça et c'est la même chose que la page Wikipédia ça. Je parle d'Audi et je vais lui mettre la page Wikipédia Audi. Je parle de véhicules neufs, il y a une page automobile, ça peut correspondre. Je parle d'achat, c'est un de mes thèmes principaux. Je parle de véhicules d'occasion, donc j'ai une page Wikipédia, il se trouve, j'en ai une sur véhicules d'occasion, je lui donne le lien. Ou encore, berline, c'est une berline, sauf que j'ai pas de Wikipédia en français pour les carrosseries de type berline. Par contre, j'ai l'équivalent en anglais, sedan. Donc, je vais lui donner la page Wikipédia en anglais de sedan, qui veut dire berline, parce que Google, en fait, c'est une entité, comme vous l'a dit Jérémy tout à l'heure. On s'en fiche que ce soit en anglais ou en français. En fait, le concept, il est finalement universel. Et je vais faire la même chose pour les mentions, c'est-à-dire un peu les concepts secondaires de mon article. Je vais les taguer. Donc, je parle de boîte de vitesse. En tout cas, je l'évoque. Donc, pourquoi pas inclure la page Wikipédia
boîte de vitesse, pareil pour CO2, pareil pour Dirk Van Brekel, qui est donc le designer de l'Audi A3. Il se trouve qu'il est connu, il a une page Wikipédia, donc si j'en parle dans mon article, autant linker vers Wikipédia dans les données structurées, etc., etc. Et puis, je vais éventuellement mentionner la Golf 7, puisqu'elle partage le même châssis, ou encore la BM série 1, puisqu'elle est souvent mise en comparaison avec l'Audi A3, c'est un peu la même gamme. Voilà. Donc ça va vraiment aider Google à comprendre de manière très cadrée le contexte global de votre page. Et puis, je crois que tu avais un exemple, parce que cette méthode-là, on l'utilise donc pour des pages transactionnelles, pour des articles informationnels aussi, mais ça marche aussi pour le SEO local. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer? Oui, tout à fait. On s'est appuyé sur une étude de cas qui a été réalisée par Brian Cato. On vous partagera tout à la fin quelques sources, donc vous en faites pas, qui est assez intéressante, mais finalement qui manquait quand même d'informations, de data. Mais bon, on s'est appuyé dessus quand même pour expliquer une méthode pour travailler par exemple le SEO local, ce qui peut être assez intéressant. Donc, le constat de cette étude de cas, c'est que le site n'était visible que sur le nom de domaine, donc il partait vraiment de très loin. Il y avait évidemment très peu de trafic SEO, un petit peu sur la marque. Et puis, évidemment, ce qui est important, c'est que c'était un site qui n'avait que des enjeux locaux quasiment. Donc, évidemment, la première chose à faire, même avec les entités, on n'y échappe pas, il faudra toujours faire des études de mots-clés. Donc, on analyse le champ sémantique et l'idée, c'est de désambiguïser. Tout à l'heure, on parlait encore, je donne l'exemple du bois, mais voilà, il faut bien choisir ces mots-clés parce que les mots-clés, ils vont pouvoir être signifiés, précisés grâce aux entités. C'est tout l'enjeu. Évidemment, on ne vous dit pas qu'on n'utilise plus de mots-clés, on vous dit qu'on va les enrichir grâce aux entités. Donc évidemment, l'objectif d'une analyse du champ sémantique, c'est comprendre l'environnement dans lequel évolue le site audité. On va toujours organiser les mots-clés par thématique. Il y a des outils qui font ça automatiquement, dont ChatGPT par exemple. Et évidemment, ça va être aussi l'occasion dans cette liste de mots-clés d'identifier déjà des entités. Grâce à cela, vous allez pouvoir construire ensuite une stratégie éditoriale pour optimiser ou créer de nouvelles pages sur la base de cette étude. Donc ça, c'est la première chose, évidemment. C'est très classique, hein, c'est évidemment ce qu'on fait dans le SEO tous les jours, j'allais dire. Voilà. Néanmoins, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est comment je fais pour donner la visibilité organique à une page locale. Et là, quand je parle de ça, je parle vraiment des résultats naturels hors Google Maps. D'accord? C'est comment je vais tout simplement ranker dans le top 10, par exemple, sur mon mot-clé géocalisé. Donc, le principe avec en fait les entités, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est on aide Google à bien comprendre le sujet. Et donc là, on va aider Google à bien comprendre où on se situe. Donc Google, dans sa base de données, on l'a vu, il a des entités qu'il connaît, qu'il a déjà, j'ai envie de dire, digérées et qui sait expliquer. Donc par exemple, Google, il comprend ce que c'est la Saône, il comprend que c'est une rivière. Il comprend ce que c'est le 9e arrondissement de Lyon, parce que c'est une entité, c'est sa page Wikipédia, donc tout ça, paf, c'est bien compris. Sur notre page, on va voir aussi que la gare de Vèze, c'est une entité. Et on va d'ailleurs remarquer que même la ligne de métro D pour aller chez SMJ, c'est aussi une entité. Donc tout ça, c'est des informations qui vont aider Google à bien comprendre en fait où va se situer SMJ non seulement sur la carte, mais évidemment pour aider à ranker sur le mot-clé qui nous intéresse. Donc, j'ai mis les entités de côté. SMJ, c'est une agence SEO située à Lyon, par exemple. C'est le mot-clé que je choisis pour le petit exemple. C'est dans le Rhône, le département. On zoome un peu, c'est à Lyon. Il y a la rivière Saône pas loin. C'est dans le 9e arrondissement de Lyon. C'est pas loin de la gare de Vèze, une entité. C'est pas loin du quartier de Valmy. C'est d'ailleurs entre la gare de Vèze et le quartier de Valmy. Si vous voulez venir nous voir, venez avec plaisir. Et puis voilà, j'en parlais de la ligne D du métro de Lyon. Donc tout ça, c'est vérifié. Ce sont des entités vérifiées. Il y a des pages Wikipédia, donc c'est extrêmement simple. Donc du coup, dans mon contenu, je vais faire quelque chose de très simple. Mon mot-clé, c'est agence SEO Lyon. Donc SMJ est une agence SEO, très simple, située dans le 9e arrondissement de Lyon, près de la gare de Vèze et non loin du quartier de Valmy. On y accède facilement grâce à la ligne D du métro.
Voilà. Donc en fait, en associant l'entreprise à des points de repère pertinents, Google reconnaîtra la relation entre les entités. Je l'ai noté, je le lis bêtement, pardon. Voilà. Et donc en fait, l'étude de cas, c'est ce que donc a été présentée. Ça a permis tout simplement d'abord à l'entreprise de gagner de la visibilité. Donc ils sont rentrés dans le top 10 assez vite grâce à ça, parce que finalement Google a bien compris où elle se situait et quels étaient les enjeux. Bien entendu, ça a permis évidemment d'augmenter la visibilité au global sur le reste et évidemment d'augmenter le trafic. Donc voilà, ça c'est une méthode, par exemple, pour utiliser les entités afin de mieux aider Google à comprendre où se situe votre entreprise, par exemple. Et puis, Charlet en parlait, les entités, aujourd'hui, on les utilise nécessairement avec des données structurées, on ne peut pas faire sans. Donc, dans le SEO local, il y a une donnée structurée qui s'appelle Local Business. Vous l'utilisez. Évidemment, vous la remplissez correctement et le plus possible, parce que même quand on fait des tests de validation des fichiers JSON, en fait, Google il va nous dire que c'est OK et après il va nous dire en fait qu'il y a des trous, mais il nous dit qu'OK, c'est validé. Mais voilà, remplissez-les, ces trous, remplissez-les à fond pour aider Google à bien comprendre. Donc voilà, là on est sur une donnée structurée local business, donc il va y avoir évidemment votre adresse, votre nom, votre logo, etc., etc. Les coordonnées, bien entendu. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre tout ce qui est réseaux sociaux dans le champ Ouais. CMAS. Ça aide Google évidemment à faire le lien tout simplement. Donc en conclusion, en fait, on aide Google à faire son boulot parce qu'aujourd'hui, Google il peut pas tout faire, donc on simplifie son travail. Et si on simplifie son travail, bien évidemment, on va avoir des bénéfices qui vont être l'augmentation de la visibilité sur Google et Bing d'ailleurs, parce que Bing est très fort là-dessus aussi, et puis sur l'augmentation évidemment du trafic SEO, puisque c'est l'objectif. Donc voilà, en conclusion, en résumé, vous faites toujours une stratégie éditoriale sur la base de vos mots-clés, de votre audit de mots-clés. Vous faites du maillage interne basé sur les entités, Charlie l'a dit. Vous liez votre entreprise à des entités cartographiques, comme je l'ai montré. Et puis, évidemment, vous intégrez systématiquement des données structurées. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est important. Les sources, je vais vous les mettre dans le chat de suite. Elles sont extrêmement intéressantes, ces sources, si vous voulez aller plus loin. Donc, hop, je sais pas, c'est trop de caractères. Je vais vous les mettre, mais sans autant de Ouais. caractères. Je vais le faire après, pendant les questions. Donc, juste en 2 mots sur les sources. Donc, une introduction complète chez nos amis d'OnCrawl par Dave Davis, intéressant, voilà, pour bien comprendre de quoi on parle. Ça complétera ce qu'on a dit finalement. Pareil, le Fred Laurent, le créateur de Ninlinks, a fait un article assez intéressant pareil, qui complète le premier. Après, on passe sur plutôt donc, des textes en anglais. Donc, Brian Cato, c'est le case study, si vous voulez voir, que j'ai repris un petit peu retravaillé. Il faut, sur les entités, lire, suivre, écouter Koray Tukberg Gubur, j'espère l'avoir bien dit, qui est peut-être le spécialiste mondial sur le sujet. Cet article est vraiment passionnant, extrêmement intéressant. Et puis, si vraiment vous voulez aller au fond du sujet, il y a le chercheur Christian Balog qui a fait un contenu libre d'accès en PDF. Vous le téléchargez. Et ça fait 360 pages et ça va vraiment au fond des choses. Il y a des modèles, il y a des bouts d'algorithmes, il y a toutes les explications, etc. C'est passionnant, difficile, mais passionnant. Si vous voulez vous jeter dedans, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien. Top. Et on va pouvoir passer aux questions, je On va pense. pouvoir passer aux questions, effectivement, Jérémy. Alors, tu veux commencer? Alors, on a une question de Cécile qui nous demande est-ce que les entités, finalement, nous aident à construire notre cocon sémantique? Ah oui, complètement. Hésitez pas. Alors là, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le fait qu'utiliser les entités dans un contenu, mais en réalité, évidemment, on l'a montré, si vous voulez faire vous voulez parler de Wes Montgomery, eh bien, ça serait intéressant de faire du contenu autour sur le jazz, sur ses albums, sur la guitare et le jazz, sur le jazz manouche, sur etc. etc. Évidemment, vous pouvez vous en servir. Charlie vous a montré d'ailleurs un outil qui vous donne beaucoup de sujets connexes qui peuvent vous servir complètement à faire votre cocon. N'hésitez pas, c'est extrêmement riche. Et évidemment, de toute façon, c'est tout l'enjeu depuis quelques années. Il faut
être le plus exhaustif possible, à la fois dans ses contenus, mais aussi les contenus autour qui vous permettent de développer votre expertise. Et ça rejoint tous les enjeux EAT, dont Charlie a déjà parlé dans un webinaire d'ailleurs. Tout à fait. Alors, du coup, je vais prendre la question d'Alicia. Du coup, je comprends que les entités, je peux les afficher, que les entités sont les mots-clés, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu plus complexe. Effectivement, il se trouve que la plupart des mots-clés que vous travaillez sont de facto des entités. Mais en fait, il faut juste s'imaginer que vous avez votre mot-clé principal sur lequel vous voulez être positionné. Pour comprendre, pour aider Google à bien comprendre ce contexte-là, vous allez lui fournir des entités, c'est-à-dire les concepts principaux liés à cette thématique-là. Et ça va être différent de la notion de mots-clés parce que déjà, on n'a pas la notion d'orthographe, d'exact match, et cetera. C'est l'idée plutôt que l'orthographe du mot. Et c'est une idée universelle, hein, qui traverse les barrières des langages. Et puis aussi, la notion de volume de recherche va être beaucoup moins importante, en SEO, on va dire moderne. Par exemple, peut-être que là je parlais de Twingo, peut-être que, qui est le constructeur de Twingo, peut-être que personne ne cherche ça. Peut-être que ça fait 0 recherche par mois. Donc en SEO traditionnel, on l'aurait pas travaillé cette requête ou cette notion-là, ce paragraphe-là, on l'aurait même pas travaillé. Mais la notion de constructeur, c'est une entité, c'est une propriété d'entité très importante pour comprendre les connexions logiques. Donc on va la travailler. C'est pour ça qu'on essaye un petit peu de changer un petit peu le focus du SEO et de faire un focus moins sur les volumes de recherche traditionnellement, mais plus sur la compréhension des concepts de manière exhaustive. Du coup, on a Emmanuel. On ne peut pas faire ces tags via un CMS si on n'a pas accès au code source. On peut mettre en avant les entités aussi. Dans ce cas, je pense qu'on parlait des données structurées. Oui, donc je suis pas sûr de bien comprendre, mais oui, via un CMS, vous pouvez utiliser des plugins qui gèrent donc WordPress, il y a des plugins, il y en a des tas qui permettent de gérer vos balises, hein, si je comprends bien la question, vos balises schéma. Donc oui, n'hésitez pas. Alors, par exemple, sur WordPress, il y a Yoast qui le fait. Je pense que ça va être la version payante plus exhaustive. Rank Maths aussi. Pareil, dans sa version payante, il y en a un peu plus. Et puis plein d'autres. Il y a aussi juste des plugins qui sont dédiés juste à ça. Donc n'hésitez pas à faire des tests. C'est assez puissant, oui. Super. On a Baptiste qui demande: avez-vous des conseils en ce qui concerne le SEO local? Je pense que le case study qu'on a montré donc à la fin de la conférence répond déjà à cette question, et puis on vous a mis le lien vers l'article complet. Idem, question de Maxime: comment appliquer une knowledge map ou un knowledge graph, c'est la même chose, à une entreprise? Pareil, justement en montrant les choses comme on l'a montré pour le SEO local, de manière très claire, où est-ce qu'elle se trouve, et puis en la connectant à des entités très liées à votre business. Avez-vous... Alors, pardon. Question pour toi, Jérémy. Est-ce que vous pensez que taguer les entités avec du schema.org dans une page améliore le ranking de la page? Oui, alors c'est toujours évidemment à nuancer. Évidemment, il faut que votre page soit déjà de qualité. Bien entendu, un bon contenu technique, etc. Pourquoi pas des liens externes et évidemment un bon maillage. Mais clairement, si vous aidez Google dans son analyse, tout simplement, oui, ça vous permettra de mieux ranker, clairement. Alors ça ne va pas être systématique, bien entendu, mais en tout cas sur l'exemple qu'on a pris, c'est assez évocateur. Oui, ça marche assez bien. Écoute, merci. Alors, on va essayer de trouver les autres questions. J'avais une question, j'avais vu. Quand tu parles de NER, peut-être clarifier, est-ce qu'on parle notamment des données structurées ou des rich snippets, donc pour l'extraction des entités? Alors, donc le NER, alors est-ce que dans le, j'imagine que la question c'est est-ce que dans le NER, Google va chercher,
C'est ça, va chercher les données structurées, c'est ça? J'imagine que c'est ça la question? Oui, est-ce qu'il s'en sert pour de l'extraction? Oui, oui, tout à fait, clairement. De toute façon, dès qu'il y a des informations, Google, il va les récupérer. Après, elles sont pertinentes ou elles ne le sont pas. Les rich snippets permettent en effet de les rendre beaucoup plus pertinentes. Donc, oui, oui, il va évidemment les récupérer, ouais, bien entendu. Top. Ok, on a peut-être le temps pour une dernière question. Alors, est-ce que vous avez donc des URL ou enfin des exemples d'URL? Bah là, on vous renvoie aux différentes case studies qu'on vous a montrées. Je vous conseille vraiment de prendre le temps, si le sujet vous intéresse, pour analyser donc les études de cas de Corail Toubberg. Il faut s'accrocher, mais c'est très très intéressant. Hop. Ouais, il a une chaîne d'ailleurs YouTube, il y a beaucoup de sujets sur les entités. Oui, Allez-y. c'est un de ses thèmes de prédilection. Le knowledge graph incite les internautes à creuser et à aller chercher une information un peu plus aboutie que celle affichée en premier dans les SERP, mais utilise-t-il les dates de modification et les modifications elles-mêmes pour annoncer une information pertinente? Alors, vous savez que, alors c'est un peu caché, mais dans les informations, dans des knowledge graph, enfin des knowledge panel, je pense que c'est plutôt ça la question. Vous pouvez les modifier, enfin, vous pouvez soumettre des modifications et demander à Google d'aller revérifier l'information si, s'il y a un doute ou si justement le sujet a évolué. Donc, est-ce qu'il utilise les dates de modification? Il a des manières de mettre à jour l'information, oui. Hop. Et allez, on va prendre dernière question de Grégoire. Est-ce que les recommandations de l'outil SEMJ incluent ces entités? Alors oui, il se trouve que par la force des choses, la plupart des termes associés dans SEMJ correspondent à des entités. Cela dit, on est en train de réfléchir, ça peut être quelque chose pour une prochaine version, de faire figurer de manière plus claire qu'est-ce qui, dans ces recommandations, correspond à des entités ou non. Voilà. Là, je fais un appel du pied à notre fondateur, à Nico, mais c'est un sujet dont on parle en interne et qui est évidemment d'actualité, donc à suivre. Voilà, et écoutez, on va devoir s'arrêter là pour question de timing. Merci à tous d'avoir répondu présent aussi nombreux. Merci beaucoup. Et puis restez, puisque la prochaine conférence de François Charby de Yuda va vous montrer comment on utilise la data dans une stratégie de référencement, comment on utilise ça de manière intelligente. Encore une fois, merci à tous. Bonne journée, bonne fin de SSQ6. Et puis merci Jérémy. Merci Charlet, à bientôt. À bientôt, salut.